Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. Ne dites plus socialiste, mais Nouvelle Gauche. Fabien Amias pour l'interview politique. Vous recevez Olivier Faure, qui est donc le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Vous déjeunerez dans quelques heures avec Emmanuel Macron à Versailles, comme tous les présidents de groupes parlementaires, en tout cas ceux qui assisteront cet après-midi à son discours. Lui direz-vous en face tout le mal que vous pensez de cette réunion du Congrès ? Écoutez, je lui dirai en face, comme je l'ai déjà dit publiquement. Moi, je pense que de deux choses l'une. Soit il répète ce qu'il a dit pendant la campagne présidentielle, et donc l'exercice est redondant et n'a pas d'intérêt et il coûte cher. Soit il nous dit des choses qu'il n'a pas dites pendant l'élection présidentielle, et donc c'est un problème démocratique, parce que la raison aurait voulu qu'il dise d'abord aux Français ce qu'il entend faire avant d'être élu et non pas après. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette logique d'interrogation sur l'exercice présidentiel de cet après-midi et de faire comme ceux, je pense à Jean-Luc Mélenchon, avec la totalité de son groupe France Insoumise, ou même d'ailleurs comme certains au sein de votre propre groupe, Régis Juaniuco, qu'on a entendu tout à l'heure sur Europe 1, qui décide tout simplement de boycotter le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi. Écoutez, moi, je suis un républicain et c'est une prérogative présidentielle, même si j'ai des doutes sur son intérêt, je me rendrai à ce rendez-vous et je prendrai la parole parce que j'aurai aussi des réponses à apporter à ce que dit le président. Vous dites que vous prendrez la parole en tant que président de groupe, vous prononcez donc un discours de réponse après son intervention, discours auquel il n'assistera pas puisqu'il n'y est pas tenu par les institutions. Donc vous parlerez en quelque sorte dans le vide, Olivier Faure. J'espère que je ne parlerai pas dans le vide, mais je lui parlerai à lui en tout cas, et je lui répondrai comme s'il était présent. Parce que d'abord il y aura des ministres, premiers ministres qui seront présents et qui lui rapporteront ce que je dis. Et puis je vous fais confiance pour rappeler aussi ce que je peux dire. On sera là pour ça, et d'ailleurs on diffusera l'intervention d'Emmanuel Macron en direct et on y consacrera de longues heures d'émissions spéciales après, où tous les discours seront évidemment décryptés. Encore un mot de cette intervention cet après-midi, puisque je lisais Laurent Geoffrin ce matin dans Libération, qui dénonce une atrophie du débat public avec un président qui certes fait des discours, s'exprime mais ne répond pas à la presse. C'est un procès corporatiste selon vous, ou il y a un petit problème qui commence à émerger ? Non, ce n'est pas un procès corporatiste. Et je vais effectivement abonder dans le sens de Laurent Geoffrin. Parce que nous avons là un président qui s'expose beaucoup, qui parle beaucoup, mais qui ne répond plus. Et donc on a un président selfie, en fait, qui s'autoproclame et qui s'auto-célèbre, mais qui malheureusement ne veut plus répondre. La forme même du Congrès est une forme qui lui permet de parler, mais qui ne l'autorise pas à écouter ni à répondre. Et donc, c'est un problème. Et quand il refuse l'interview du 14 juillet, non pas que la tradition soit forcément obligatoire, mais... Non, parce que Nicolas Sarkozy lui-même n'accordait pas d'entretien le 14 juillet. Mais par ailleurs, il donnait beaucoup d'interviews. Voilà. Et donc, le fait d'avoir un pouvoir politique qui se refuse à toute forme de confrontation, qui refuse le dialogue, qui refuse donc l'opposition, c'est un sujet parce que on ne peut pas saturer à ce point-là l'espace médiatique sans jamais accepter la confrontation. On verra bien donc quelle suite il entend donner à cela et quand est-ce qu'il l'accordera son premier entretien à la presse. Il l'a fait sur la politique étrangère européenne à des journaux de presse écrite tout de même la semaine dernière, mais il n'était pas question de politique intérieure. Vous avez eu, Olivier Faure, des mots sévères également pour Édouard Philippe, le Premier ministre, qui se fait donc griller la politesse puisqu'il prononcera lui son discours de politique générale demain. Vous l'avez qualifié de simple répétiteur. Ça ne vous empêchera pas non plus de l'écouter demain après-midi à l'Assemblée, rassurez-nous. Bien sûr que je l'écouterai, mais c'est vrai que la forme que prend le débat sur le lundi et le mardi, avec un président qui dira tout, au moins l'essentiel, aujourd'hui et demain, un Premier ministre qui est condamné à répéter, ce n'est pas une bonne manière faite au Premier ministre. Et c'est plutôt, je ne sais pas si j'étais méchant ou sévère avec Édouard Philippe, je le plains. Mais vous le plaignez, mais vous l'écouterez quand même. Et surtout, Édouard Philippe, lui, il aura le droit à ce que n'aura pas Emmanuel Macron cet après-midi, un débat suivi d'un vote, puisqu'il engagera la responsabilité de son gouvernement demain, selon l'article 49 de la Constitution. Ma question, elle est toute simple, elle s'adresse au président du groupe Nouvelle Gauche. Quelle sera l'attitude de votre groupe ? Est-ce que vous voterez pour, contre, abstention ? Écoutez, d'abord, moi je ne veux pas préjuger de ce que sera l'intervention du Premier ministre, du président de la République cet après-midi, et qui conditionnera pour partie notre vote. Mais moi, ce que je... C'est-à-dire que la position n'est pas encore arrêtée ?
Nous en débattrons demain matin, in fine, quand nous aurons l'essentiel des éléments. Et donc en fait, c'est-à-dire, si je comprends bien, Olivier Faure, arrêtez si j'interprète mal vos propos, vous attendez d'entendre le président de la République cet après-midi pour savoir quelle sera votre position demain après-midi après le discours du Premier ministre. Mais écoutez, c'est fou que la question puisse même se poser. Il y a des gens qui, avant même qu'il ait parlé, sont déjà favorables. Il y a des gens qui, avant même qu'il n'ait parlé, disent déjà qu'ils voteront contre. Moi, je dis simplement que la moindre des choses en démocratie, c'est d'abord d'écouter ce que les gens ont à vous dire et ensuite de vous décider par rapport à ce qu'ils disent. Nous sommes dans l'opposition, nous choisirons en réalité entre deux options qui sont le vote contre et l'abstention. Pour l'instant, moi je suis plutôt sur l'abstention. Pourquoi ? Parce que nous avons le président en même temps. Il est en même temps pour l'humanisme, l'humanité quand il est à Bruxelles, et en même temps il accepte que les associations soient humiliées et l'indignité se prolonge à Calais. Il est en même temps pour faire en sorte que dans le domaine de l'éducation, eh bien, on donne la priorité, mais en même temps, il est aussi celui qui dit qu'il veut supprimer 2 fonctionnaires sur 3 qui partent à la retraite, et ainsi de suite. Donc, on a le président du en même temps. Et donc, moi, je souhaite que demain, aujourd'hui, nous ayons des éclaircissements sur ce qu'est ce en même temps, et donc arriver à clarifier sa position, parce que gouverner, c'est choisir. Alors on verra si les positions sont clarifiées. En tout cas, on entend pour le moment ce que vous pensez pouvoir être votre position demain, mais elle sera arrêtée demain matin, on vous l'entend, mais plutôt vous penchez pour l'abstention. Pour en venir à la famille politique dont vous venez, Olivier Faure, est-ce que vous comprenez la décision annoncée par votre ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, de quitter le Parti socialiste? Il l'a annoncé ce week-end. Moi, je pense que la gauche doit se refonder intégralement, et que pour cela, il faut à la fois une nouvelle génération, mais aussi des femmes et des hommes qui se fassent confiance et qui fassent le choix ensemble de reconstruire une famille politique qui aujourd'hui effectivement est à terre. Et donc cela passe forcément par des changements. Et cette double clarification avec le départ de Manuel Valls et Benoît Hamon, qui ont été les acteurs principaux de la primaire dont nous sortons, eh bien, ce sera aussi la possibilité pour ce parti de clarifier sa position et de le faire dans des conditions où les oppositions d'hommes ne seront plus aussi prégnantes et où nous pourrons reconstruire sans avoir cette difficulté. Donc vous ne regrettez pas leur départ, ni à l'un, ni à l'autre, ni à Benoît Hamon, ni à Manuel Valls. Vous leur dites finalement bon vent, et on va pouvoir reconstruire tranquillement sans vous. Je dis simplement que ce qui est curieux, c'est que ces deux hommes qui ont choisi l'un comme l'autre d'être candidats à l'élection primaire parce que l'un et l'autre revendiquaient cette étiquette, soient aujourd'hui partis. Mais au-delà de ça, je pense effectivement que nous allons pouvoir reconstruire désormais, et je m'en félicite. Donc vous pensez encore, puisque vous parlez de reconstruction, que le Parti socialiste existe encore. Vous avez choisi de baptiser votre groupe à l'Assemblée Nouvelle Gauche. On a le sentiment que toutes les références au PS partent à la corbeille. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, dans le JDD ce week-end, parlait de spasme d'agonie des anciens partis comme le PS. Le mot socialiste, il doit disparaître de votre lexique politique. Je le suis, je le reste, et s'il faut le répéter ce matin, je le dis, je suis socialiste. Mais la question n'est pas celle-là. La question, c'était d'afficher une ambition. Et l'ambition, elle est simple. Elle est de dire à la fois que nous sommes de gauche, parce que nous croyons au clivage entre la gauche et la droite, qui est ce clivage qui nourrit le débat démocratique depuis 2 siècles, et en même temps, nouvelle, parce qu'on ne peut pas non plus continuer comme avant. Et donc, cette ambition, elle se résume par cette appellation, Nouvelle Gauche. Voilà, nous avons cette volonté d'afficher cette refondation, et donc c'est comme ça que les Français peuvent nous comprendre. Et un jeune élu politique comme vous, issu du mouvement rocardien, finalement, dont tout semble dans le profil rapproché de quelqu'un comme Emmanuel Macron, et continue à penser qu'il ferait mieux d'exister au sein du Parti socialiste ou de son futur nom plutôt que de s'associer à la nouvelle majorité? Rocardien, je l'ai été effectivement, et ça me rapproche à la fois d'Emmanuel Macron, mais aussi de Manuel Valls, mais aussi de Benoît Hamon. Donc vous voyez, il a beaucoup essaimé, mais ça veut dire tout simplement que justement l'ambition qui va être la nôtre, c'est de réconcilier des gens qui se sont aujourd'hui dispersés, mais qui pour autant
étaient au départ capables de penser ensemble. Et donc notre objectif désormais, ça doit être de rebâtir une offre qui soit capable de parler à la fois des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, des gens qui ont voté pour Benoît Hamon et des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Olivier Faure, un mot d'une ministre qui ce matin semble dans la tourmente après les mails révélés par le journal du dimanche hier, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, dont la responsabilité sur le financement d'un voyage d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie à Las Vegas semble engagée. Peut-elle se maintenir au gouvernement ? Écoutez, c'est une affaire qui est une affaire judiciaire, qui est aux mains de la justice avance, et en même temps, on a une presse qui fait son travail. Moi, je ne veux pas en rajouter sur le plan politique, parce que ça serait incompris, et parce que je crois que quand les choses avancent d'elles-mêmes, il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Voilà, donc on verra bien, mais j'espère que la jurisprudence qui s'est appliquée jusqu'ici s'appliquera jusqu'au bout, y compris pour Mme Pénicaud. Jurisprudence, donc, vous parlez de Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, Richard Ferrand, François Bayrou, qui ont quitté le gouvernement, alors qu'ils n'étaient pas mis en examen. Mais je dis simplement que si la justice, si les présomptions de culpabilité sont de plus en plus fortes et s'il devient impossible de gouverner pour elle, alors il faudra qu'on en tire les conclusions. Mais pour l'instant, moi je ne suis ni juge, ni journaliste d'investigation, et donc je vous laisse faire et j'observe. Et quand les choses avancent dans la clarté, quand rien n'est entravé, il n'y a pas de raison d'en rajouter. Un dernier mot, Olivier Faure. On entendait à 8h moins le quart avec Thomas les petites filles de Simone Veil s'exprimer à propos de leur grand-mère. C'était particulièrement émouvant. Vous n'étiez pas de la même famille politique, ni même de la même génération. Que retiendrez-vous de son message ? Je n'étais pas de la même famille, mais en même temps, comme vous le savez, c'est ma famille politique qui a soutenu Simone Veil dans ses moments les plus difficiles. Et donc, je retiens d'elle une grande conscience qui va terriblement nous manquer, parce qu'il y a aujourd'hui des grandes consciences qui s'éteignent. Et il faut maintenant, justement, que la politique finisse par s'inspirer aussi de ces femmes et ces hommes qui ont donc inspiré notre passé. Et je trouve que ce qui est terrifiant, c'est de voir la politique se transformer en buzz permanent et ne jamais penser le temps long, jamais être en capacité d'avoir une réflexion qui dépasse l'humeur ou qui dépasse les intérêts tactiques. Et donc, c'est cela qui va manquer. Et c'est aussi cela qu'il faut retrouver. Merci Olivier Faure d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Demain, Fabien, à 8h15, vous retrouvez, on sera à la mi-temps après l'intervention d'Emmanuel Macron et avant celle d'Édouard Philippe. Eh ben, vous en parlerez avec Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. À demain matin. Absolument, à demain.